Chris Benoit. His wife and 7-year-old son were found dead in their Georgia home on Monday. Stunning allegations in the death of a WWE superstar wrestler and his entire family found dead. Right when we first heard yesterday about a pro wrestler and his family found dead, we decided we wouldn't cover it. That he murdered his wife, strangling her, then suffocated his own child in the child's bed. Wake of a gruesome tragedy. A husband, wife, and their young child dead in apparent double murder-suicide. Vendredi 22 juin 2007. Au 130 Green Meadow Lane à Fayetteville en Géorgie, se dresse une maison au milieu d'un grand terrain, nichée dans un coin reculé du sud-est des États-Unis. L'endroit paraît idyllique, une demeure typiquement américaine inspirant la tranquillité. La famille qui l'habite semble passer une journée banale autour d'un barbecue, mais derrière ce décor de carte postale, une tragédie est sur le point de survenir. Dans quelques heures, ce même endroit deviendra le théâtre macabre d'un double homicide, faisant la une des médias américains en boucle. Nancy Tofoloni, ainsi que son fils Daniel, âgé de 7 ans, seront froidement assassinés par une figure de la WWE ayant atteint les sommets de la fédération, Chris Benoit. Ce dernier mettant fin à ses jours peu après dans la salle de musculation au sous-sol. Une histoire glaçante qui sera à l'origine de l'une des plus grosses tempêtes de scandale à la WWE et qui aurait pu entraîner la chute de la fédération en même temps que celle du catcheur. Mais derrière cet événement largement couvert par les médias se dressent des détails importants qui sont souvent passés sous silence. Des éléments pourtant déterminants qui ont en partie conduit à ce qui est encore aujourd'hui considéré comme le plus grand drame dans l'histoire du catch. On va parler de quelques-uns des détails oubliés derrière la mort du catcheur Chris Benoit. Died in that house that night. Only one person had the choice. Christopher Michael Benoit verra le jour en mai 1967 dans la ville de Montréal, au Québec. À seulement 12 ans, il assiste pour la première fois à un show de catch, ce qui va littéralement changer sa vie. Ce soir-là, deux superstars seront notamment en action sur le ring, Bret Hart et le Dynamite Kid, des catcheurs au physique bien moins impressionnant que les autres, mais parvenant pourtant à captiver le public. Des icônes qui motiveront le jeune Christopher à se lancer dans la discipline, finissant d'ailleurs par se faire entraîner dans le célèbre Hart Dungeon de Stu Hart, le père de Bret Hart lui-même. On est seulement dans les années 80, mais la majeure partie de son temps est déjà vouée à cet art. Sa vie se construit entièrement autour du catch et il commence à se faire un nom au Japon sous l'alias du Pegasus Kid. C'est durant cette période qu'il croise la route d'un autre catcheur, alors masqué sous le nom de Black Tiger, mais qui prendra plus tard une identité un peu plus connue, celle d'Eddie Guerrero. Viva la raza! Une rencontre déterminante pour Chris, puisqu'Eddie deviendra plus qu'un simple ami avec le temps, mais carrément un frère des rings qui partagera sa route. Faut bien comprendre que dans une discipline qui demande autant que le catch, c'est presque comme si vous aviez un camarade de guerre. Sauf que ce lien fort ne s'est pas créé du jour au lendemain. Et non, l'ironie dans tout ça, c'est qu'à la base, les deux ne s'entendaient absolument pas. Eddie se plaignait même auprès de sa femme Vicky Guerrero du comportement insupportable de Benoit et que ça le saoulait de devoir partager le ring avec lui pour les prochains shows. Au fil des matchs, leur alchimie fonctionnera malgré tout de mieux en mieux, et s'ils étaient d'abord rivaux, ils finiront par se comprendre et s'apprécier. Ça pour le coup c'était vrai, Chris avait une sacrée personnalité, mais surtout une intensité caractéristique. Chaque coup, chaque impact, c'était du 200% ou rien. Une anecdote assez folle, c'est que lors d'un show non télévisé, après que Chris Jericho ait envoyé un coup de pied qui passera un peu à côté de Benoit, mais que ce dernier vendra quand même la prise, alors qu'il n'aurait peut-être pas dû pour garder le réalisme, il va s'auto-punir en faisant 500 squats. On parlait juste d'un raté lors d'un show non télévisé dont tout le monde se foutait. En soi, il y avait rien de grave, mais ça illustrait bien cette mentalité et à quel point il se donnait pour la discipline. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan Pacifique, une fédération faisait beaucoup parler d'elle, la World Championship Wrestling, que vous connaissez aussi sous le nom de WCW. Chris y débarquera en 1995 dans son groupe des Three Amigos, comprenant donc Eddie Guerrero, Dean Malenko et lui-même. Quelques semaines plus tard, en janvier 1996, une certaine Nancy Sullivan, déjà connue sous le nom de Woman, sera de nouveau visible sur les écrans avec d'autres femmes, à côté d'Hulk Hogan et de Randy Savage. Le mois suivant, elle accompagnera ce dernier jusqu'au ring car il devait disputer un match contre Chris Benoit, et c'est important de souligner encore une fois l'intensité de ce dernier, avec par exemple ce saut à l'extérieur du ring où sa tête retombera sur le béton. Imaginez maintenant que le catcheur avait ce style de combat des dizaines de fois par mois. Enfin bref, dans le scénario de ce match en particulier, à l'extérieur du ring, le camp de Benoit devait distraire le macho-man Randy Savage, et c'est là qu'on pourra voir Woman, donc Nancy, le trahir en l'attrapant par les cheveux, permettant ensuite à Ric Flair de prendre le relais.
Ce sera le premier vrai rapprochement entre Nancy et Chris Benoit. Si Nancy portait le nom de famille Sullivan à cette époque, c'était parce que son mari était Kevin Sullivan, un autre catcheur, booker et promoteur qu'elle avait initialement accompagné sur les rings. Nancy était une figure reconnue dans son domaine. En étant ce sidekick féminin, elle ne devait pas prendre le centre de l'attention, mais réussissait pourtant avec brio à incarner ce rôle et percer l'écran, ce qui était capital dans les histoires, en plus d'être multicasquette et d'assurer en coulisses avec les autres catcheurs, que ce soit pour les maquillages ou les préparations des tenues. À la World Championship Wrestling, elle prendra donc le nom de Woman, et son mari Kevin Sullivan y était booker, c'est-à-dire qu'il faisait partie de l'équipe créative en charge des scénarios racontés dans les rivalités. Justement, en 1997, Kevin Sullivan se retrouvera dans une histoire écrite face à Chris Benoit, et dans laquelle ils intégreront Nancy, la femme de Sullivan, afin d'avoir un point captivant à ajouter dans leur guerre. En effet, elle devait se rapprocher de Chris Benoit, comme si ce dernier volait, en quelque sorte, la compagne de son adversaire, permettant de justifier les tensions derrière entre les deux. Mais si à la base il s'agissait simplement d'une relation fictive pour les écrans, ça deviendra petit à petit la réalité, puisque Nancy tombera vraiment sous le charme de Chris Benoit, et Benoit tombera sous le charme de Nancy. Sachant qu'en parallèle, ça n'allait pas avec son mari Kevin Sullivan, des disputes survenaient, en venant parfois aux mains, on avait déjà retrouvé Nancy avec un œil au beurre noir, donc Chris incarnait ce rôle de sauveur, d'échappatoire. Inversement, Benoit avait ses propres soucis de couple avec sa femme de l'époque, tout en ayant parallèlement cette tranquillité retrouvée avec Nancy. C'est là qu'on arrive à Bash at the Beach en 1997, le point culminant de la rivalité entre les deux catcheurs puisqu'ils mettront leur carrière en jeu. C'était le moyen de faire perdre Sullivan pour avoir une défaite justifiant sa volonté réelle de se retirer des rings à cette époque pour se consacrer au rôle de booker dans la fédération. L'affrontement franchira cependant la barrière entre fiction et réalité, puisqu'ils s'échangeront des coups moins retenus que d'habitude, Kevin Sullivan finissant par se faire percer le tympan. De retour en coulisses, les tensions vont continuer d'augmenter entre les deux, et une réelle bagarre va éclater pendant que le show continuait de se dérouler. Le divorce entre Nancy et Kevin Sullivan surviendra peu après, officialisant derrière le nouveau couple de Chris Benoit et Nancy, un peu vu par les proches autour comme le calme après la tempête. Une histoire d'amour conduisant à la naissance de Daniel en février 2000, sachant que Chris Benoit de son côté avait déjà 2 enfants issus de sa précédente relation. Côté professionnel, le catcheur quittera peu de temps après la WCW, toujours avec Eddie Guerrero et Dean Malenko, principalement car à cette époque c'était difficile pour eux d'espérer atteindre de plus hauts sommets dans la fédération, vu qu'ils n'avaient pas des gabarits exceptionnellement immenses par rapport aux autres colosses autour. Je sais que ça peut paraître fou de dire ça quand on voit la musculature de Chris Benoit, mais on parle aussi de la taille verticale, et pour le coup il était assez petit. On est donc en 2000 et les 3 catcheurs débarqueront du côté de la WWE, ce qui du coup ne va pas réduire leur emploi du temps. On l'oublie souvent, mais la vie de catcheur implique d'être continuellement sur les routes, la plupart du temps loin de sa famille, ce que Chris Benoit regrettera souvent, pourtant sans jamais changer son style de vie, sa passion pour le catch étant beaucoup trop importante. Ça fait donc 15 ans que Chris Benoit enchaîne sur les rings avec cette intensité qui le caractérise, et là je suis obligé de mentionner certaines des prises de son arsenal, comme ce fameux diving headbutt qui a beaucoup fait parler puisque ça consistait purement et simplement à chuter tête la première sur ses adversaires. Une anecdote connue, c'est celle de son créateur Harley Race, regrettant avoir utilisé cette prise toute sa carrière à cause des dommages physiques que ça lui avait engendré. Il conseillait littéralement aux autres catcheurs de ne pas l'utiliser, mais Chris Benoit va quand même en faire une partie indétachable de son identité, inspirée par le Dynamite Kid la faisant. Ce sera un réel problème de répéter cette manœuvre soir après soir au fil des matchs, sans parler à côté du nombre de spots choquants qu'il pouvait subir, comme ces fameux coups de chaise à la tête typiques de cette époque. L'un des premiers soucis majeurs qu'il aura, c'est en 2001. Durant un TLC match, il fera ce headbutt sur une table à l'extérieur du ring et se blessera au niveau du cou. Malgré ça, Chris Benoit continuera la saison en cours, puisque c'était très mal vu à cette époque de s'écarter des rings, en plus de la peur de se faire remplacer pendant son absence. Cette pression malsaine le conduira à encore assurer des dizaines de matchs les mois suivants malgré la blessure, sauf que le corps a ses limites et il les atteindra durant King of the Ring. Ce soir-là, Chris Benoit se retrouvera dans un match pour la ceinture face à Stone Cold et Chris Jericho. À un moment, il portera cette back suplex depuis la 3e corde, mais l'impact au sol va sérieusement le blesser. La fin semblera bâclée et arriver plus tôt que prévu, comme s'il n'était plus en mesure de combattre. Une chose est sûre en tout cas, le catcheur devra cette fois-ci s'écarter des rings pour se faire opérer, recevant notamment une plaque au cervical. Les médecins lui conseillaient de rester au moins 3 mois sans exercer la moindre tâche physique, aussi banale soit-elle, et je ne vous parle même pas des estimations pour un retour éventuel sur les rings. Sauf qu'à peine l'opération terminée, Chris Benoit reprendra ses entraînements sans attendre, et consommera de plus en plus d'antidouleurs pour encaisser. C'est le début de sa période noire, puisqu'à partir de là, sa relation avec Nancy se détériorera en parallèle, au point où les deux vont frôler le divorce suite à son comportement de plus en plus violent.
avant. Finalement, il parviendra à se faire pardonner et maintenir le couple avant d'effectuer son grand retour seulement 1 an après sa blessure. Le voir revenir à l'action sur les rings aussi rapidement, ça n'avait aucun sens, mais surtout c'était une spirale infernale puisque Chris Benoit ne changera rien à son style de catch. Il combattait toujours avec son intensité d'avant blessure, nous faisant presque oublier son état physique réel et les consommations de produits en parallèle. Inutile de préciser au vu de son gabarit qu'il consommait évidemment des stéroïdes et depuis longtemps, combinés désormais avec des antidouleurs et d'autres médicaments, certains pouvant causer des changements d'humeur et des dépressions. Franchement, le tableau à ce moment-là n'est pas super, mais une lumière dans sa vie arrivera lors de WrestleMania 20 en 2004. Il était dans le match principal du plus gros événement de l'année et finira par décrocher le titre majeur de la fédération pour la première fois de sa carrière. Enfin, il pouvait mettre la main sur le prix sacré, la décoration dont tout le monde rêve. On aura alors ce moment hyper touchant entre les deux. La finalité d'une carrière de joie, de douleur, de tristesse pour ce moment de plaisir. Mais le problème quand on arrive au sommet de la vague, c'est que derrière il ne peut y avoir rien d'autre que de la redescente. Si déjà physiquement l'état de Chris Benoit était préoccupant, en 2005, son ami de toujours Eddie Guerrero sera retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Faut savoir que ce jour-là, Chavo Guerrero et surtout Chris Benoit y séjournaient également. Chris les attendait ce matin-là dans le hall et ne voyant personne arriver, il appellera Chavo Guerrero pour avoir des news. Ce dernier lui expliquera alors qu'Eddie n'avait pas répondu au réveil et qu'en rentrant dans sa chambre, ils l'ont retrouvé au sol dans la salle de bain, sa brosse à dents à la main. Eddie venait tout juste de mourir dans les bras de Chavo. En entendant la nouvelle, Chris Benoit aurait hurlé au téléphone. Un cri venant du fond des tripes qui marquera Chavo, surtout que Benoit était habituellement quelqu'un d'assez impassible, un catcheur plutôt stoïque, ne montrant que très peu ses émotions. Il va monter jusqu'à la chambre d'Eddie et c'est là qu'il verra son ami de toujours inanimé au sol, un moment de sa vie dont il ne se remettra jamais. Le soir même, sans doute perdu et ne sachant pas quoi faire d'autre, il sera présent à l'enregistrement de l'épisode de SmackDown pour disputer un match contre Triple H. C'est un détail en apparence, mais ça en dit long sur sa personnalité. À quel point le catch définissait sa vie, au point où même dans des moments aussi sombres, la seule chose qui lui restait à faire, c'était d'aller faire son match. On pourra jamais savoir exactement ce qu'il se passait dans le fond de sa tête, mais le catcheur commençait visiblement à prendre en considération sa propre vulnérabilité. Le fait que son passé commençait à avoir des conséquences sur son présent, au point où dans un journal offert par sa femme Nancy, voulant l'aider avec un objet comme un journal intime pour qu'il écrive à Eddie, il aura des paroles troublantes destinées à Eddie, je cite « Je serai bientôt avec toi ». Se rendait-il compte de la gravité de son état? Est-ce qu'il avait des pensées sombres? Une chose est sûre en tout cas, il n'allait vraiment pas bien. Chris Jericho racontera qu'à l'enterrement d'Eddie, Chris Benoit va tellement pleurer lorsqu'il le prendra dans ses bras que les larmes vont traverser son costume et mouiller les couches en dessous. Ce qui est horrible, c'est que la spirale infernale va continuer puisqu'il repartira dès lors en tournée, le catch étant une fois de plus tout ce qu'il semblait avoir, comme si sa famille passait encore en second plan. C'était une mauvaise idée de repartir sur la route puisque chaque arène dans laquelle il mettait les pieds, ça sera surtout un douloureux souvenir du temps passé avec Eddie aux mêmes endroits, compliquant toujours plus la possibilité qu'il fasse son deuil. Imaginez être forcé de voir tous les jours ce qui représente les souvenirs et les moments partagés avec votre ami le plus cher. Donc les années vont s'enchaîner, mais la douleur de son absence sera toujours présente. On découvrira que le catcheur avait des échanges compliqués avec sa femme Nancy. Celle-ci décrivait un comportement violent du catcheur, qu'il devait cesser de consommer des stéroïdes, lui demandant de changer, en soulignant que le programme que la WWE avait mis en place pour la santé des catcheurs était bidon. Ça n'allait pas du tout dans son couple, ça n'allait pas professionnellement, ça n'allait pas personnellement, ça n'allait pas au niveau de sa santé, bref, rien n'allait correctement. En plus, dans ce genre de moment, c'est un peu l'effet boule de neige. Moins ça va, et plus on fait de la merde à côté avec les autres, et plus on fait de la merde à côté avec les autres, moins ça va. Jusque-là, l'histoire est déjà pas si joyeuse, mais ce qui s'ensuit dépassera l'imaginable. Le vendredi 22 juin 2007, après un barbecue dans leur maison, une nouvelle dispute aurait éclaté le soir même entre Chris et Nancy. Vers 21h30, un appel depuis la maison sera effectué pour connaître le numéro de la police locale qui ne sera finalement jamais contacté. L'un des voisins recevra à son tour un appel depuis le domicile, mais il ne répondra pas à son téléphone. Qui était à l'origine de ces deux appels, ça on l'ignore. Sans qu'on ne sache en détail les circonstances de l'événement, Nancy finira attachée au niveau des poignets et des chevilles avant d'être bâillonnée puis étranglée par le catcheur jusqu'à son décès. Des traces retrouvées sur son corps démontreront qu'elle a essayé de se débattre, mais le plus affreux dans cette histoire, c'est sans doute le fait qu'on ait retrouvé son dos cassé, ce qui ne laisse même pas imaginer à quel point ça a dû être atrocement violent. Un mélange d'antidouleurs, d'anxiolytiques et d'alcool sera retrouvé dans son sang. Chris Benoit avait-il drogué sa femme en amont et donc prémédité ce meurtre? Encore aujourd'hui, on l'ignore. Peu après, le meurtrier se dirigera dans la chambre de Daniel qui dormait pour l'étouffer à son tour, le tuant froidement de ses propres mains. Mystérieusement, un couteau sera retrouvé sous le lit sans avoir été utilisé, et les analyses
analyses sanguines du jeune garçon révéleront des traces d'anxiolytiques, alimentant toujours plus l'hypothèse qu'avec sa mère ils auraient peut-être pu se faire droguer. Le lendemain matin, à 11h30, il enverra un premier message à ses collègues de catch pour dire qu'il avait raté son avion. On découvrira dans l'historique de son ordinateur qu'il avait consulté des extraits de la Bible, évoquant un prophète ramenant de la mort un enfant, comme s'il avait des regrets. D'ailleurs, il déposera une Bible à côté du corps de Daniel et une autre à côté du corps de Nancy. En parallèle, il va appeler d'autres catcheurs, dont notamment Chavo Guerrero, l'informant que Nancy et Daniel avaient eu une intoxication alimentaire et qu'ils ne pourraient pas se rendre au show le soir même. Juste avant de raccrocher, il prendra quelques instants pour dire à Chavo « Je t'aime », ce qui est très étonnant venant du catcheur. Ensuite, il commencera à booker des vols en avion pour venir au show du lendemain, c'est dire à quel point il était matrixé par le catch pour avoir pensé à ça après avoir tué sa femme et son fils. C'est surréaliste. Ouais, car la WWE organisait un événement dans lequel il avait un match prévu contre CM Punk, évidemment, il n'y viendra jamais. Plus tard, aux alentours de 5h en ce matin du dimanche 24 juin 2007, Chris Benoit enverra un dernier message à plusieurs catcheurs depuis son téléphone et depuis celui de Nancy. Il se dirigera ensuite dans sa salle de sport, alcoolisé, et des bouteilles de vin seront retrouvées à côté. Il mettra une serviette autour de son cou, ajustera sa machine de tirage vertical à 110 kg et se pendra avec. Chavo Guerrero se souvient avoir été réveillé par le message au milieu de la nuit, l'avoir lu sans vraiment comprendre sa gravité. Le jour suivant, en l'absence de nouvelles du catcheur, John Laurinaitis ira voir Chavo Guerrero et le catcheur lui partagera justement ce SMS troublant qu'il avait reçu. C'est là que la WWE va comprendre que quelque chose n'allait pas, donc la fédération appellera la police pour qu'elle aille faire un check-up de sécurité dans la maison et s'assurer que tout allait bien au domicile du catcheur. Lorsqu'ils arriveront devant, ils verront les chiens du catcheur dans le jardin et ils demanderont à la voisine de rentrer en première pour aller les enfermer dans une pièce. Elle mettra un certain temps, puis d'un coup elle ressortira en courant, les larmes aux yeux, indiquant à la police qu'elle venait de retrouver le corps de Daniel. Là, ça deviendra tout de suite sérieux et les policiers sortiront leurs armes puis ils pénétreront dans la maison en avançant pièce par pièce. Rapidement, ils arriveront sur le corps de Nancy, enveloppé dans un drap au milieu de la pièce, puis accéderont à la salle de musculation, l'un des agents voyant un homme debout dans le reflet d'un miroir. Ils lui demanderont de mettre ses mains en évidence, mais ce qu'ils n'avaient pas encore compris, c'était qu'il s'agissait de Chris Benoit lui-même, déjà pendu et sans vie. La terrible nouvelle sera rapidement rapportée à la WWE qui organisera une réunion d'urgence autour du ring afin que le patron Vince McMahon prenne la parole pour annoncer aux catcheurs que Chris Benoit, Nancy et Daniel avaient tous les trois perdu la vie. Chavo et Vicky Guerrero seront particulièrement sous le choc. Au vu de leur relation avec cette famille, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui avait bien pu se passer. La nouvelle tournera rapidement et des dizaines de chaînes de télévision commenceront à la partager. Évidemment, la WWE annulera son show prévu ce soir-là, et sans être encore consciente de ce qui s'était réellement passé, elle rendra hommage à Chris Benoit avec Vince prenant la parole dans une arène vide. C'est juste après ça que les informations se préciseront pour évoquer la possibilité d'un double meurtre commis par Chris Benoit lui-même avant de mettre fin à ses jours. Lors du show suivant, Vince s'excusera directement de l'hommage et précisera que le nom du catcheur ne serait plus mentionné pour le reste du show. L'autopsie du cerveau du catcheur révélera qu'il souffrait d'une encéphalopathie traumatique chronique, abrégée en CTE chez les Américains, une maladie du cerveau provoquée par des chocs répétés à la tête, pouvant notamment entraîner des troubles de la mémoire et surtout des changements d'humeur. Tout de suite, ça va donner une tournure différente à l'affaire. La WWE n'est plus mise de côté et commence à être pointée du doigt, l'opinion publique se demandant si elle n'aurait pas joué un rôle indirect dans tout ça. C'est triste qu'à cette époque on n'avait pas autant de recul qu'aujourd'hui sur ces maladies, ce qui aurait peut-être permis de le déceler plus tôt. Certains catcheurs vont faire le lien avec des histoires de la vie de tous les jours, comme par exemple que souvent Chris Benoit oubliait des rendez-vous, ou bien qu'il avait du mal à se souvenir des enchaînements de prises durant les matchs, tout plein de symptômes inquiétants qui auraient pu tirer la sonnette d'alarme. Le commentateur Jim Ross devra se rendre aux funérailles de Nancy et Daniel, en tant que représentant de la fédération, mais rapidement, il comprendra qu'il n'était pas la bienvenue et on lui demandera de quitter l'endroit. L'enterrement du catcheur se fera bien sûr séparément de sa femme et son fils, en tout petit comité, à huis clos. Chris Benoit reste une merde humaine pour ce qu'il a fait. Ça ne bouge pas et rien ne pourra jamais excuser ses actes. En revanche, son autre fils lui-même, qui n'était pas dans la maison au moment du drame, a expliqué que c'était plus son père à ce moment-là, que tout ça a transformé qui il était. On peut pas défendre les maladies mentales d'un côté et leur gravité, sans accepter de dire que de l'autre, un mec comme Chris Benoit était aussi dans un état altéré. Nancy et Daniel resteront évidemment toujours les seules vraies victimes, car la plupart des choix qui auraient pu permettre d'éviter ce drame, le seul qui aurait pu les faire en arrêtant le catch ou en arrêtant les produits, c'était Chris Benoit et personne d'autre. Par contre, on ne peut pas exclure non plus la part de responsabilité d'un milieu plus global, à une époque où la santé des catcheurs passait clairement en second plan. C'est là qu'on en vient au point de cette vidéo. Souvent j'entends que la mort de Chris Benoit et son double meurtre a été
causé par la prise de stéroïdes, autrement dit la fameuse roid rage, ou bien que ça a été causé par sa maladie neurodégénérative, la CTE. Sauf que ça représente très mal le vrai contexte global. Premièrement, on l'a vu dans sa façon de catcher, mais il était de base quelqu'un d'extrêmement intense. Dans la vraie vie, c'était pas un mec chill, tout était un peu démesuré avec lui. Deuxièmement, Chris Benoit a subi toute une série de drames. On a vu la mort de son plus proche ami Eddie Guerrero, mais en parallèle, Nancy et lui auraient perdu 5 à 6 autres amis dans la même période. Troisièmement, effectivement, depuis des années, il consommait des stéroïdes, au point où des traces significatives seront retrouvées dans son urine au moment de sa mort, ce qui peut accentuer des troubles du comportement. Quatrièmement, il consommait des antidouleurs à base d'opioïdes extrêmement addictifs pour supporter son métier, sauf qu'ils peuvent avoir des effets secondaires, comme l'arrivée de pensées suicidaires. Cinquièmement, il consommait des anxiolytiques, habituellement utilisés pour calmer quelqu'un d'anxieux et stressé, mais ça affecte aussi le comportement. Sixièmement, il consommait de l'alcool, combiné à tout le reste, c'est évidemment un très mauvais cocktail. Septièmement, il souffrait d'une CTE non diagnostiquée, causée par des chocs reçus à la tête pendant des années et pouvant entraîner de la démence, des changements d'humeur ou de la dépression. Huitièmement, ça n'allait pas du tout dans sa vie personnelle, son couple avec Nancy ne tenait plus, et elle-même avait déclaré quelques semaines avant sa mort que si jamais elle était assassinée, fallait dire à la police que c'était Chris Benoit. Neuvièmement, il se rendait compte de la potentielle fin de carrière qui se rapprochait pour lui, et du fait qu'il allait bientôt subir les conséquences de toute une vie de négligence envers lui-même. Dixièmement, sa santé en elle-même était très mauvaise, puisque lors de son autopsie, les médecins relèveront une hypertrophie du cœur et du foie, c'est-à-dire que ses organes étaient beaucoup trop gros, en partie à cause des stéroïdes, et apparemment ça lui laissait que quelques mois à vivre. Dans son dernier match, on voit qu'à la fin il a l'air de se tenir la poitrine et d'être gêné. Onzièmement, il déraillait déjà dans la vraie vie en ayant l'impression d'être suivi en permanence. Un fan qui l'a rencontré une semaine avant témoignera pour dire qu'il était déjà complètement déconnecté. Douzièmement, il y a tous les autres détails dont on n'a même pas conscience, mais qui pourtant existent vraiment et qui ont eux aussi joué un rôle. Vous mélangez tout ça et ça vous donne un contexte bien plus complexe que juste il a pris des stéroïdes et il a pété un câble. La bonne nouvelle, s'il peut y en avoir une, c'est qu'au moins les conditions de vie des catcheurs de la WWE aujourd'hui se sont nettement améliorées. C'est déplorable qu'il ait fallu la mort de Nancy et Daniel pour changer ça, sans même parler de l'enfer qu'ont vécu les proches de la famille dans toute cette histoire et qu'on oublie souvent.